Bonjour, aujourd'hui dans cet épisode nous allons voir la notion de surjection et de dérangement. Alors, les notions de surjection et de dérangement vont être pour nous une occasion de voir surtout la formule d'inversion de Pascal. Et la formule d'inversion de Pascal sera en fait une occasion déguisée de voir la notion de fonction génératrice. Alors, le théorème est le suivant pour la formule d'inversion de Pascal. Considérons une suite AN, c'est-à-dire une suite de nombres. On va construire à partir de cette suite AN une seconde suite de nombres, BN, qui va être une somme pondérée en fait de la suite AN, pondérée par les coefficients binomiaux. Donc somme de k égale 0 jusqu'à n de n binomial k fois ak. Ça va nous définir la suite Bn. Donc ceci est juste une transformation entre suites. On crée une nouvelle suite à partir d'une autre. Alors la formule d'inversion de Pascal nous dit en fait que il y a moyen de récupérer la suite AN si on connaît la suite Bn. Et c'est quasiment la même formule avec simplement un signe ici alterné. Donc ça devient somme de k égale AN, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n de moins 1 puissance n moins k, n binomial k, bk. Alors c'est extrêmement pratique parce que ce genre de transformation où on a une somme de coefficients binomiaux pondérés par quelque chose, c'est quelque chose d'assez courant, combinatoire, et donc ce que nous dit ce théorème, c'est qu'on peut renverser donc les formules. Alors pour ça, nous allons utiliser, pour la démonstration que nous allons faire, nous allons utiliser les fonctions génératrices, et donc les fonctions génératrices sous forme de séries entières. Alors une série entière, c'est en gros une généralisation de la notion de polynôme, c'est-à-dire une somme, mais qui est infinie, contrairement aux polynômes, qui eux sont des sommes finies, une somme infinie de an fois x puissance n. Alors an, c'est le terme de la suite, et x puissance n, c'est notre monôme, comme dans un polynôme. Alors ceci, comme c'est de degré infini entre guillemets, ce n'est donc pas un polynôme, c'est une série entière, ça ne converge pas toujours vers une fonction. Contrairement à un polynôme, qui peut être vu comme une fonction polynomiale, une série entière n'est pas toujours une fonction. Cependant, la plupart du temps, dans la plupart des cas qui nous intéressent, ce sera le cas, ce sera une fonction. Et dans les cas où ce n'est pas une fonction, Hardy et Wright, donc deux grands mathématiciens, ont fait un livre qui s'appelle Divergent Series, qui essaye d'expliquer pourquoi on a encore le droit de travailler avec ces objets, même si ça ne converge pas. Alors, lorsque cette expression a un sens, on appelle ça une fonction génératrice. Alors, on ne peut pas espérer que ça converge, que ça ait un sens pour tous les x, mais ce qui est important pour les séries entières, c'est que ça ait un sens sur un petit bout des nombres réels. En particulier, en fait, deux séries entières sont égales sur un ensemble qui admet un point d'accumulation, donc je réexpliquerai ça dans un instant, si et seulement si leurs coefficients sont égaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Deux séries entières, donc qui convergent vers quelque chose, elles vont converger, disons, sur un ensemble, et cet ensemble, on veut qu'il ait un point d'accumulation, c'est-à-dire que les points soient arbitrairement proches les uns des autres, c'est-à-dire pour toute paire de points, on peut trouver deux points arbitrairement, pour toute distance, on peut trouver des points qui sont suffisamment proches, de distance inférieure à ce nombre qu'on s'est fixé. Donc ça veut dire avoir un point d'accumulation. Alors, quelque chose qui n'est pas un point d'accumulation, c'est l'ensemble des entiers, donc ça ne marche pas. Donc si deux séries entières sont égales sur les entiers, ça ne va pas suffire. Par contre, si par exemple elles sont égales sur les inverses des entiers, alors à ce moment-là, ça marche, ce critère peut s'appliquer. Donc ce qui se passe en fait, c'est que c'est la même chose que pour les polynômes, c'est quand on a des points arbitrairement proches, on peut calculer la dérivée, et en calculant la dérivée, on est capable d'extraire les coefficients les uns après les autres. Donc la version polynomiale est beaucoup plus claire et plus courte pour nous. Deux polynômes réels ou complexes, donc il faut que les coefficients soient des nombres réels ou des nombres complexes. Ça marcherait aussi avec des nombres rationnels. Ce qu'il nous faut, c'est un corps de caractéristiques nulles.
Donc deux polynômes réels ou complexes sont égaux en tant que fonction polynomiale, donc vraiment la fonction qui prend un nombre et qui le transforme en un autre nombre, ça c'est une fonction. Alors deux polynômes sont égaux en tant que fonction si et seulement si ils sont égaux en tant que polynômes, c'est-à-dire si et seulement si ils ont les mêmes coefficients. Donc ceci est faux sur les corps de caractéristiques non nulles. Sur les corps finis, par exemple, ce n'est pas le cas. Nous avons des polynômes qui ne sont pas égaux en tant que polynômes, mais qui sont égaux en tant que fonction. Donc ça, la plupart du temps, on n'aura que des réels ou des complexes, donc il n'y a pas vraiment de problème. Alors, on va utiliser donc ces deux principes qu'on ne va pas démontrer, ils sortent de l'analyse, et donc pour ceux qui connaissent, c'est simplement l'utilisation, la capacité d'utiliser la dérivée qui nous intéresse ici. Mais avec ces principes qui ont l'air tout à fait raisonnables, en tout cas pour la version polynomiale, on peut démontrer ce théorème-ci, un théorème de la formule d'inversion de Pascal. La preuve en fait est très simple, elle tient en trois ingrédients. Le premier, c'est de comprendre que ce qu'on cherche à démontrer dans la formule d'inversion de Pascal, c'est que si on applique ces deux transformations coup sur coup, on va retrouver la même suite qu'au départ. Donc si on applique ces deux transformations coup sur coup, ça nous fait une somme ici sur les coefficients binomiaux alternés, pondérés, par une somme sur les coefficients binomiaux, cette fois-ci pas alternés, sur la suite AN elle-même, et ça doit redonner la même suite. Donc on doit juste démontrer que pour tout de suite, ceci est vrai. Maintenant, pour tout de suite, c'est très embêtant comme critère parce que c'est beaucoup pour tout de suite. Donc on va pouvoir se restreindre à des suites particulières. En particulier, ce qu'on pourrait appeler une suite de Kronecker. Une suite de Kronecker, c'est simplement une suite qui vaut 0 partout, sauf ici en M où elle vaut 1. Partout ailleurs, elle est 0. Et ce qui se passe, c'est que toute suite peut s'approximer peut être écrite, disons, comme une somme infinie de suites de Kronecker. Et en plus, ici, comme ça ne fait intervenir qu'un nombre fini de coefficients, peu importe que la somme soit infinie, ça ne nous dérange pas. C'est localement fini, si on veut. Donc, on peut, au lieu de démontrer la formule pour tout de suite, on peut simplement essayer de la montrer pour les symboles de Kronecker. Maintenant, pour les symboles de Kronecker, comme ils engendrent tout de suite, au moins localement, ils engendrent en particulier les monômes. Donc on peut essayer de démontrer la formule juste pour les monômes. Et puis si on la connaît, si elle est vraie pour les monômes, à cause du principe, à cause de la version polynomiale du principe, donc deux polynômes sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes coefficients, ça démontre la version pour le symbole de Kronecker. Donc il y a une équivalence entre ces trois propriétés. Donc on s'est ramené d'une question qui parlait de toutes les suites à une question qui parle juste des monômes, donc de fonctions polynomiales. Donc maintenant, pour démontrer ça pour les fonctions polynomiales, ça devient extrêmement simple parce que c'est juste une application de la formule du binôme de Newton. Il faut juste l'appliquer deux fois. C'est pour ça qu'on n'a pas l'impression de reconnaître tout de suite, mais en fait, si on se concentre sur cette petite somme ici, somme de L égale 0 de k binomial L x puissance L, ça c'est juste 1 plus x puissance k, par la formule du binôme de Newton. Et on se retrouve maintenant avec une somme de k égale 0 jusqu'à n, de moins 1 puissance n moins k, n binomial k, 1 plus x puissance k. Et ça, c'est encore une formule du binôme de Newton, mais pour moins 1 et 1 plus x. Donc ça nous fait 1 plus x moins 1, le tout à la puissance n. Et 1 plus x moins 1, ça fait x. Donc c'est x puissance n. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc ça, c'est la démonstration qui fait usage de ce principe des séries entières, disons. Il y a d'autres démonstrations. Par exemple, une démonstration par récurrence qui n'utilise rien du tout, qui n'utilise aucun truc, disons, aucune idée, mais simplement des gros calculs, tandis qu'ici, on a juste utilisé des idées et peu de calculs. Donc c'est une question de choix, chacun préférera la version qu'il veut utiliser. Je ne dis pas que ces preuves sont abordables tout de suite, vous pouvez mettre sur pause et essayer de comprendre, essayer aussi de faire la version démonstration par récurrence. C'est comme, je veux dire, chacun a ses démonstrations préférées. Moi je l'aime bien celle-ci. Alors passons maintenant à deux applications. D'abord, le nombre de surjections.
Alors, on va considérer un ensemble de cardinalités n et un ensemble de cardinalités p. Et on va compter le nombre de surjections de cet ensemble de cardinalités n dans l'ensemble de cardinalités p. Et on note ça, grand S, indice np. Alors c'est très important de mettre en indice parce qu'il y a une autre notation qu'on va voir dans un instant, qui s'appelle les nombres de Stirling, qui est presque la même notation, qui est très liée à ça et qui n'est pas du tout la même chose. Comme par hasard, la notation a mal été choisie. Enfin. Alors, une propriété sur ces surjections, c'est en fait cette formule par récurrence-là. On pourrait utiliser ça d'ailleurs pour calculer le nombre de surjections. Alors, d'où elle sort? D'où sort cette formule de récurrence? En fait, la démonstration est simple, elle tient à très peu de choses, mais c'est une démonstration qu'il faut un peu faire soi-même, faire un dessin pour essayer de comprendre, faire des cas particuliers, des exemples. Donc c'est un travail qu'il faut faire personnellement. Donc je vous donne simplement la preuve sans beaucoup d'explications. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on part d'un ensemble de cardinalités n plus 1 dans un ensemble de cardinalités p. Et maintenant, on va regarder le dernier élément, l'image de n plus 1, f de n plus 1. Il y a deux possibilités. Soit c'est en fait l'image d'aucun autre élément que n plus 1, c'est-à-dire que cette valeur f de n plus 1 n'est prise qu'une fois par n plus 1 lui-même. Et dans ce cas, quand je supprime cette valeur, quand je restreins la fonction f à l'ensemble de 1 qui va de 1 jusqu'à n, eh bien j'ai supprimé une valeur. Donc on n'a plus p éléments, on a p-1. Et donc on obtient une surjection d'un ensemble à n éléments dans un ensemble à p-1 éléments. Et puis l'autre possibilité, c'est que fn plus 1 est l'image d'un autre élément que n plus 1. Alors dans ce cas, en supprimant le n plus 1 dans l'ensemble de départ, je ne supprime pas l'ensemble d'arrivée. En fait, l'ensemble d'arrivée reste de même taille, et donc ça correspond à une surjection d'un ensemble de cardinalités n dans un ensemble de cardinalités p. Et finalement, dans les deux cas, le nombre de choix possibles pour f de n plus 1, c'est p qui intervient là. Donc il y a p choix possibles pour la valeur en n plus 1, et si cette valeur est prise par quelque chose d'autre, c'était déjà une surjection, et si c'était pas pris par quelque chose d'autre, c'était pas une surjection, il fallait juste ôter un élément pour que ça en devienne une. Voilà donc cette démonstration de la formule par récurrence. Mais dans les faits, c'est pas ça qu'on utilise pour calculer le nombre de surjections. Il y a une autre formule qui est celle-ci, qui est basée donc sur cette propriété, c'est que p puissance n, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à p de p binomial k SNK. Alors, d'où sort cette formule? En fait, elle est très simple à démontrer. On prend, en fait, l'idée c'est qu'on prend toutes les fonctions possibles qui vont d'un ensemble de cardinalités n dans un ensemble de cardinalités p. Toutes les fonctions, quelles qu'elles soient. Parmi celles-ci, il y en a dont l'image est de cardinalité 1, d'autres de cardinalité 2, de cardinalité 3, etc. Donc on peut discriminer les fonctions, les répartir dans des ensembles qu'on note f indice k, où k c'est simplement la cardinalité de l'image. Alors, il y a p binomial k, ensemble image de cardinalité k, et si on prend une fonction donc dans fk et dans un ensemble image, on obtient simplement une surjection d'un ensemble de cardinalité n dans un ensemble de cardinalité k. Donc il y a SNK fonction de ce type pour une image définie. Et comme il y a P binomial K choix d'image possible, les fonctions, le nombre d'éléments dans FK, c'est P binomial K fois SNK. Et maintenant, comme toutes les fonctions s'écrivent sous cette forme-là, sont éléments d'un FK, on obtient que l'ensemble de toutes les fonctions, sa cardinalité, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à p de p binomial k fois SNK. Donc ça, c'est en fait l'ensemble de toutes les fonctions. C'est le nombre de fonctions. Et le nombre de fonctions, c'est ce que c'est. C'est un arrangement avec remise, et c'est p puissance n. Voilà donc la démonstration de cette propriété. Alors à partir de cela, on va bien sûr utiliser la formule d'inversion de Pascal qui va nous donner ce théorème-ci. Le nombre de surjections, c'est simplement la somme de k égale 0 jusqu'à p de moins 1 puissance p moins k, p binomial k, k puissance n. Voilà, donc on a une formule et on peut calculer donc plein de valeurs différentes. Voici un tableau de quelques valeurs. Donc on peut essayer pour un ensemble
d'un ensemble à 3 éléments, c'est un ensemble à 2 éléments. Ça nous donne bien 6 possibilités, hein. Si on fait tous les tests, ça marche. Et maintenant, on peut essayer, disons, de voir une application de cette chose-là. Alors, une application, c'est ce qu'on appelle les nombres de Stirling. Et justement, les nombres de Stirling sont quasiment notés de la même façon que le nombre de surjection, mais c'est pas tout à fait le même nombre. Donc il faut faire attention. Le nombre de Stirling de seconde espèce, noté S entre parenthèses NP et pas en indice, c'est en fait le nombre de partitions d'un ensemble de cardinalité n en P sous-ensemble non vide. C'est-à-dire on veut répartir, c'est comme si on avait 10 objets qu'on veut répartir dans 3 boîtes et on ne veut pas qu'il y ait une boîte vide. Quel est le nombre de façons de répartir ces objets? Eh bien c'est ça. Alors, le théorème, c'est que en fait, entre le nombre de surjections et le nombre de Stirling, il y a juste un P factoriel entre les deux. Le nombre de surjections, c'est P factoriel fois le nombre de Stirling de seconde espèce. D'où en fait un petit problème de notation, donc il faut faire très attention. Alors la preuve est extrêmement facile, hein, c'est que simplement, étant donné une surjection, ça nous donne une partition, il n'y a pas de problème. Et une permutation, et toute permutation en fait de l'ensemble image va aussi donner la même partition. Donc à une permutation de l'ensemble image près, la surjection va déterminer une partition unique à ces permutations près. Donc quand on divise par le nombre de permutations, on obtient le nombre de partitions. En particulier, le nombre de partitions d'un ensemble à 10 éléments en 4 parties, c'est-à-dire on a 10 éléments, 10 objets tous distincts que l'on veut mettre dans 4 boîtes et on ne veut pas qu'il y ait une seule boîte vide, hein, on ne veut pas qu'il y ait de boîte vide. Eh bien, si on fait le calcul, grâce à la formule qu'on a ici pour les surjections et celle-ci pour les nombres de Stirling, on obtient qu'il y a 34 105 façons de répartir 10 objets différents dans 4 boîtes, sans qu'il y ait de boîte vide. Une autre application, c'est la notion de dérangement. Donc on va à nouveau utiliser la formule d'inversion de Pascal pour calculer quelque chose peut-être d'encore plus intéressant que le nombre de Stirling sont très intéressants, le nombre de surjections aussi, mais quelque chose d'encore plus courant, disons. Un problème qui arrive très souvent, c'est le nombre de dérangements. Et un dérangement, c'est une permutation, c'est-à-dire une bijection. Ça, il n'y a pas de souci. Et les permutations, en général, peuvent avoir des points fixes, c'est-à-dire, ça a beau être des bijections, ça ne veut pas dire qu'elles vont tout changer. Donc, il y a des permutations qui ont des points fixes, c'est-à-dire des éléments qui restent eux-mêmes après l'application de la bijection. Et un dérangement, c'est justement une permutation qui n'a aucun point fixe. On appelle souvent ce nombre D indice n. J'ai vu d'autres notations aussi, hein, donc méfiez-vous à chaque fois, hein, regardez bien dans la littérature quelles sont les notations de l'auteur, mais souvent on rencontre D indice n pour le nombre de dérangements. Alors, la proposition, c'est que n factoriel, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n de n binomial k fois dk, le nombre de dérangements. Alors bien sûr, si cette proposition est vraie, on va pouvoir utiliser la formule d'inversion de Pascal. Donc d'abord, on va démontrer cette proposition. La démonstration est assez facile et un peu analogue à ce qu'il y avait avant, hein, à peu près la même chose que pour le nombre de surjections. On va considérer cette fois l'ensemble fk, l'ensemble des permutations ayant exactement k points fixes. Donc, en gros, ce qui nous intéresse, nous, c'est f0, hein, qui a 0 point fixe. Enfin, fk, l'ensemble des permutations ayant k points fixes. Forcément, ces fk partitionnent les permutations, donc le nombre de permutations, n factoriel, c'est la somme des cardinalités de ces ensembles fk. Maintenant, considérons une permutation qui a exactement k points fixes. Alors, cette permutation qui a k points fixes, c'est une extension d'un dérangement des autres éléments qui ne sont pas fixes, par définition. Eux, ils sont dérangés. Donc les n-k, c'est un dérangement sur n-k éléments. Ainsi, la cardinalité de fk, c'est le choix des n-k éléments qui sont dérangés sur lesquels on applique des dérangements. D'où cette formule-là. Et finalement, quand on met tout ensemble, le n binomial n-k, on peut le transformer en n binomial k, ou là on renverse simplement, on transforme k en n-k, on obtient la même formule.
Donc, maintenant on applique la formule d'inversion de Pascal et on obtient ce théorème-là. Le nombre de dérangements, c'est n factoriel fois la somme de k égale 0 jusqu'à n de moins 1 puissance k sur k factoriel. Voilà, on a réussi à obtenir le nombre de dérangements. Alors ça paraît compliqué, vous allez voir, il y a un petit miracle qui arrive. Donc ça c'est juste la formule d'inversion de Pascal qu'on utilise, je vous laisse mettre sur pause et lire pour les détails. Alors un exemple de ça, c'est la notion de Père Noël secret. Pour faire un Père Noël secret, quand dans une entreprise en fin d'année on est chargé d'offrir un cadeau à quelqu'un d'autre, bien sûr il ne faut pas qu'on sache qui offre un cadeau à qui. Il n'y a que la personne qui offre le cadeau qui devrait le savoir. Et à ce moment-là, on doit acheter un petit cadeau qui vaut 2-3 sous et puis l'offrir. Et il faut simplement, pour ça, avoir un dérangement. Il faut un dérangement pour ne jamais tomber, pas qu'une personne doive s'offrir un cadeau à elle-même. Et le nombre de possibilités pour 10 personnes, c'est 1 334 961. Il y a ce nombre-là de possibilités de déranger. Alors, pour le nombre de dérangements, on aurait pu aussi utiliser des formules par récurrence. Elles sont en fait assez faciles à démontrer, et puis en fait on peut directement les démontrer à partir de la formule. Donc je vous le laisse faire, c'est pas compliqué du tout. C'est intéressant, mais je veux dire, c'est pas comme ça qu'on calculera exactement le mieux le nombre de dérangements. Donc le nombre de dérangements, on peut faire le calcul et ça nous donne cette liste de valeurs-là. On peut voir d'autres valeurs, on peut aller très loin. Simplement, calculer ceci, ça commence à devenir long au bout d'un moment. Et il y a en fait un miracle, une formule qui permet de calculer ça beaucoup plus simplement. Et cette formule, c'est la suivante. En fait, le nombre de dérangements, c'est n factoriel sur le nombre e de l'air, nombre de l'air, 2,718 et des poussières, et on en prend l'entier le plus proche. Alors là, des fois, c'est la partie entière. Ça, c'est pas tout à fait la partie entière, c'est l'entier le plus proche. Donc, l'entier le plus proche de n factoriel sur e, c'est en fait le nombre de dérangements. Alors ça, c'est plus facile à calculer déjà qu'une somme qui devient de plus en plus grande. Alors la preuve de ça est en fait extrêmement facile, mais c'est une preuve d'analyse. En fait, il se trouve que 1 sur e, c'est approximé par une série de Taylor. Enfin, c'est égal à une série de Taylor, mais c'est approximé par un polynôme de Taylor, donc par cette expression-là qu'on retrouve justement dans notre expression des dérangements. Et il y a un reste, bien sûr, il y a une erreur, mais si on regarde bien quelle est cette erreur, l'analyse nous dit que c'est au pire 1 sur n plus 1 factoriel. Mais là, on doit multiplier par n factoriel. Donc en gros, quand on regarde bien la différence entre dn sur n factoriel et 1 sur e, enfin non, pas entre dn et n factoriel sur e, pardon, en valeur absolue, la différence est plus petite que 1 sur n plus 1. Et 1 sur n plus 1, très vite, ça sera plus petit que 1,5. Donc l'entier le plus proche de n factoriel sur e, ce sera dn. Donc ça prouve l'assertion pour n déjà plus grand ou égal à 2. Et pour n plus grand ou égal à, pour n égale 1, c'est ça, on n'a qu'à vérifier, pour n égale 1, c'est réglé, c'est 0, et puis en fait, c'est 1 sur e, son l'entier le plus proche, c'est bien 0. Donc ça marche, dès qu'on dépasse 1, on a cette formule-là qui fonctionne. C'est assez surprenant de voir qu'en fait, ce calcul est extrêmement simple, et disons, c'est quelque chose, moi, qui me stupéfie d'avoir un résultat aussi beau. C'est un beau résultat, pour moi. Donc en proportion, caché là derrière, la partie en proportion, le nombre de dérangements parmi les permutations, c'est 1 sur e. Maintenant, juste un petit exercice qui n'a pas tellement à voir avec ces choses-là, enfin juste qu'à voir avec le sujet, mais pas tellement une application de ce qu'on a vu, mais simplement cette histoire de Père Noël secret. Donc je vous laisse lire, si vous voulez, les conditions pour avoir un Père Noël secret, mais là, tout ce que j'essaie de vous demander, c'est d'imaginer une procédure. Imaginez une procédure qui permet d'attribuer un personnel secret dans une fête de soirée d'entreprise, dans un Noël d'entreprise. Comment on fait pour avoir
obtenir un Père Noël secret sans qu'en fait les gens puissent se rendre compte, oh c'est lui qui m'a offert ce cadeau, c'est normal, il me déteste, etc. Donc pour vraiment que ce soit anonyme. Donc essayez d'imaginer une procédure qui soit totalement anonyme, qui ne permet même pas au patron de savoir qui offre un cadeau à qui. Et c'est un petit challenge, hein. Il y a plusieurs solutions, je vous en proposerai une. Numberphile en propose une autre aussi, qui est pas mal. Donc je vous laisserai voir ça. Je me réjouis de vous revoir la prochaine fois pour la solution de ce problème. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.